Allez, on passe à la table ronde sur l'agrivoltaïsme. On a le plaisir d'accueillir cet après-midi, j'espère qu'ils sont là, mais j'en ai vu certains, Monsieur Jean-Yves Grandidier, Monsieur Didier Ramet, Monsieur Franck Séguinier, et je crois que nous avons un quatrième intervenant qui est venu se rajouter. Je crois que c'est Henri Casalis, la société Watt & Co. Je vous invite tous les quatre à venir me rejoindre sur scène pour cette avant-dernière table ronde. C'est vrai qu'on découvre beaucoup de choses très intéressantes, passionnantes. Bonjour. Vous êtes Didier Ramet. Très bien. Me semble-t-il. Bonjour. Henri Casalis, du coup. Alors, Henri Casalis, d'accord, très bien. Watt & Co. Alors, nous enchaînons. C'est vrai que tout ce qu'on apprend aujourd'hui, notamment cet après-midi, est passionnant, c'est concret, c'est technique. Et je pense que ça vous inspire à l'évidence. Il y a pas mal de discussions. Voilà, n'hésitez pas à poursuivre les discussions à l'extérieur. De sorte, il fait beau, vous avez de la chance. Je crois qu'à 17h, il commence à pleuvoir. Voilà, on passe à la deuxième table ronde qui est consacrée à l'agriculture et au photovoltaïsme. Alors, nous accueillons, je ne vais pas le dire dans l'ordre d'apparition, donc nous recevons Franck Séguinier. Bonjour Franck, c'est vous Franck. Bonjour. Vous êtes agriculteur sur la commune de Montigny-en-Morvan. C'est ça. Nous avons le plaisir également d'accueillir Didier Ramet, qui est le président de la Chambre d'agriculture de la Nièvre. Bonjour à tous. Bonjour Didier. Oui, c'est vrai que je suis d'accord. Ce genre de rendez-vous suppose malgré tout une certaine discipline et un certain respect de la parole donnée. Et voilà, et certains le comprennent plus vite que d'autres. Et voilà. Pour moi, c'est une forme de respect, mais voilà, c'est comme ça. On ne va pas batailler non plus tout le temps. Ouais, il faut faire la police, mais c'est pas le rôle que je préfère, je vous avoue. Mais voilà, je pense que en plus c'est l'après-midi, on aime bien d'être un peu plus être au calme et profiter de la qualité des interventions de l'après-midi. Donc j'en étais, excusez-moi, Monsieur Didier Ramet, président de la Chambre d'agriculture de la Nièvre. À ma gauche, Monsieur Jean-Yves Grandidier, vous êtes le président du groupe Valorem. On connaît bien sûr le groupe Valorem. Et je disais qu'il y avait un quatrième invité surprise, c'est vous, monsieur. Vous êtes Henri Casalis, c'est bien ça. Et vous êtes le directeur développement de la société Watt & Co. Vous allez nous en parler. Donc, je propose que Monsieur Ramet, président de la Chambre d'agriculture de la Nièvre, prenne la parole pour, en préambule, en propos liminaire de cette table ronde. Pourquoi ? Parce que votre intervention est intitulée « L'agri-photovoltaïsme, quelles opportunités pour le territoire ?» Et il me semble, dans notre échange préparatif, que vous nous aviez dit que vous allez nous parler du développement des centrales photovoltaïques au sol dans la Nièvre, et que vous allez également nous expliquer comment la profession agricole souhaite que ce développement soit encadré et comment il pourrait constituer une opportunité de développement économique pour l'agriculture locale. Voilà, c'est à vous. Vous êtes 4 pour 30 minutes, vous avez donc à peu près 8 minutes d'intervention. Vous nous couperez si nous sommes trop longs. Il n'y a pas de souci. Donc, d'ailleurs, comme vous avez à peu près tout dit, ça va être très court. En gros, pourquoi la Chambre d'agriculture s'est intéressée à l'agrivoltaïsme ? C'est parce qu'en 2019, plusieurs sociétés sont venues nous voir pour demander notre avis. Qu'est-ce qu'on pensait de l'installation des panneaux solaires sur les terres agricoles ? Comme nous n'avions pas d'avis particulier, à ce moment-là, chacun était pour, contre, ne sait pas, comme d'habitude. On a créé une commission à la Chambre justement pour travailler sur ce sujet. Avec le Covid, ça a duré un an et demi, et on est arrivé en février 2021 à fixer, par délibération, les règles que nous souhaitons mettre en œuvre dans le département pour que l'agrivoltaïsme puisse s'installer d'une façon raisonnée et raisonnable. Alors notre cheminement au départ, c'était comment on s'organise dans le département où, à notre connaissance, nous avions déjà un parc installé qui est du côté de Verneuil, donc plutôt dans le côté sud du département, de 70 hectares. À ce moment-là, on avait été questionné à la Chambre, mais on n'avait ni été pour ni été contre forcément
parce qu'on n'avait pas travaillé sur le sujet. Et là, on s'est dit, là, on va travailler sur ce sujet parce qu'on voit beaucoup d'arrivées et on se demande comment on peut maîtriser les choses sans que ça s'installe un peu partout et chaque entreprise a chacun sa sauce. On s'est aussi rapproché des services de l'État qui, eux, ont une obligation de travailler sur le sujet et d'appliquer des règles précises en termes d'agrivoltaïsme, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une production agricole avérée et pérenne dans le temps. Et on s'est questionné les uns les autres et on a commencé par dire, mais sur le département de la Nièvre, comment on organise ça? Quelle quantité potentielle on peut mettre? Alors on s'est dit, moi j'avais calculé une fois tout seul dans mon bureau, j'ai jusqu'à 2% du territoire des surfaces agricoles de la Nièvre. Ça me paraît raisonnable, mais quand on multiplie 2% par le nombre d'hectares de surface agricole, il y a 370 000 hectares de surface agricole. Vous imaginez, quand j'ai dit le chiffre de 7 000 hectares, que ça fait bondir beaucoup de mes collègues. Donc on s'est dit, c'est trop, c'est pas raisonnable. On est redescendu à 1% des terres agricoles. Et pour arrondir les choses, on s'est dit, on pourrait permettre l'installation de 2000 mégawatts, c'est-à-dire qu'on met à peu près 1 mégawatt hectare, même si ce chiffre a tendance à bouger un petit peu en ce moment, et ce qui fait à peu près 2000 hectares potentiellement sur les terres agricoles nivernaises. Mais après, où est-ce qu'on les met? Alors on s'est dit, les communautés de communes sont un petit peu l'enjeu économique du territoire. Il y en a 13 dans le département, et on s'est fixé une règle de calcul qui est arbitraire et qui ne concerne que la Chambre d'agriculture. Les communautés de communes ne sont pas obligées de suivre notre raisonnement, elles peuvent refuser, elles peuvent en avoir un peu moins. Si elles en veulent plus, là, il faudra qu'elles viennent nous voir, mais on n'en est pas là. Et on a pris le nombre d'habitants d'une communauté de communes, le nombre d'agriculteurs présents et le nombre d'hectares de la SAU. Et on a fait une espèce de règle de 3 pour arriver à une attribution arbitraire là aussi, mais c'était pour nous guider un petit peu. Ça nous donnait un petit peu le tempo pour voir comment on pouvait aller plus loin. Et puis après, on s'est dit, on va descendre au niveau de l'exploitation agricole. Quelle surface maximum du parc et quelle potentielle surface agricole dans une exploitation. Donc c'est pareil, comme on avait un parc, on s'est dit 70 hectares, c'est déjà beaucoup, donc on fixe ce seuil-là. Et pourquoi 70 hectares? C'est aussi ce que nous disaient les investisseurs en disant, le point d'achoppement dans votre département, c'est les postes sources. C'est là où on peut injecter l'énergie électrique dans le réseau électrique. Et on nous a dit, quand ils sont loin, il faut rentabiliser le coût de transport du courant à peu près cette norme-là. Ceux qui sont plus près, évidemment, peuvent faire des parcs moins grands. Donc 70 hectares, c'était le parc maximum par exploitation. Mais on ne voulait pas que toute l'exploitation soit prise. Donc on s'est dit, allez, 50%, ça ne nous paraît pas choquant, ça laisse une majorité de la production agricole en circuit classique, et une autre moitié d'exploitation sur laquelle il y a aussi de l'agriculture qui permettra de garder une production comme le recommande et l'ADEME aujourd'hui et les services de l'État. Et puis après on est parti, on a continué comme ça. On s'est dit maintenant on a fixé les règles pour le département, enfin fixé les règles. On a donné quelques règles d'attribution pour le département, pour les communautés de communes, pour l'exploitation, mais maintenant économiquement comment on s'organise. Donc là, c'est pareil, on sait, nous, agriculteurs, enfin à la Chambre d'agriculture, que les exploitations qui font du photovoltaïque n'ont plus les aides PAC sur le parc concerné. Donc on s'est dit, il faut déjà une compensation à ce niveau-là. Et puis les charges de structure de l'exploitation ne changent pas. Qu'il ait un parc ou pas de parc, son tracteur, sa charrue, tout ça reste dans la ferme et c'est nécessaire. Donc il faut aussi compenser cette charge-là. Et puis il faut aussi que l'agriculteur en tire un parti, un revenu supplémentaire, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc on a calculé ça, des estimations plus que calculées, à hauteur de 1 000 € par hectare et par an. Ça nous semble une rémunération justifiée et justifiable pour l'agriculteur. Vous avez bien fait attention que j'ai parlé de l'agriculteur et pas du propriétaire. Et le premier engagement pour que les investisseurs arrivent sur le territoire, c'est une relation entre eux et le propriétaire. Qu'il soit agriculteur ou pas. Mais comme je le dis souvent, le propriétaire restera propriétaire toute sa vie jusqu'à ses héritiers potentiellement, tandis que l'agriculteur, lui, à 60-65 ans, il partira de la ferme. Il faut qu'on s'assure, nous à la Chambre, que le contrat qui est fixé à l'agriculteur au moment du lancement de la production soit cessible dans le temps pour qu'on se dise que l'agriculteur partant se dit bah, maintenant je suis parti, advienne que pourra, et basta. Là, non, on mettra une règle, enfin on a mis des règles
pour faire en sorte que le contrat soit accessible et continue dans le temps. Et pour démarrer le raisonnement de la production agricole, on exige un point zéro de l'exploitation candidate à l'installation de panneaux solaires pour se rendre compte du potentiel agricole et technique économique et faire la projection dans le temps, ce que donnera l'utilisation du parc solaire à des fins agricoles. Au jour d'aujourd'hui, la plupart des projets sont à base de production ovine. Ça en fait sourire certains. C'est dommage. Le département de la Nièvre est toujours le premier producteur de moutons dans la région Bourgogne-Franche-Comté. On perd tous les ans entre 5 et 10 producteurs, entre 500 et 1000 brebis. On a fait une relance ovine au niveau de la Chambre d'agriculture il y a quelques années qui n'a pas eu le succès escompté, malgré le fait que pour un jeune installé, c'est un capital plus faible qu'ailleurs. Donc là, ça nous permettrait aussi d'envisager de nouvelles installations ou de consolider des troupeaux déjà existants. Ça n'empêche pas qu'à côté de ça, au jour d'aujourd'hui, on a déjà au moins 2 projets sur le département où ce sont dans le milieu céréalier. Donc on n'est plus sur des panneaux obliques, on serait plutôt sur des panneaux verticaux qui prennent beaucoup moins de place dans les champs et qui laissent la production céréalière au même niveau qu'auparavant. Et en plus avec une production solaire. Ah ben j'ai dit non, ça passe vite le temps. Mais j'ai presque fini. Donc vous avez bien vu, département, communauté de communes, agriculteurs, propriétaires dont on ne s'occupe pas, c'est une relation privée. La rémunération pour le producteur, et on s'est dit, mais tous ceux qui n'auront pas de panneaux solaires, ils vont être jaloux, au pire ils seront indifférents, mais on considère que le travail n'est pas fait correctement. Et même l'ADEME et les circulaires des ministères agriculture et environnement le préconisent, c'est d'avoir des retours sur le territoire. Donc on a imaginé un abondement, un fonds de gestion, un fonds d'investissement qui s'appelle GUFA Nièvre, qu'on a créé à la Chambre d'agriculture, pour qu'il y ait un abondement des sociétés d'investissement dans ce GUFA. Et ce GUFA permettra de financer des projets collectifs agricoles. Ça peut être pour des magasins de producteurs, ça peut être pour des coopératives d'utilisation de matériel agricole, ou autre, il n'y a pas de limite. On n'a pas d'imagination qui s'arrête avec un point défini au jour d'aujourd'hui. D'autant plus que les premiers versements n'arriveront pas demain, parce que pour mettre en place, et ça sera sûrement dit par mes voisins, il faut 3, 4 ou 5 ans. Vous voyez la genèse qu'il faut mettre en place. En tout cas, voilà globalement, par hiérarchie, les composantes techniques, économiques et les retombées pour le département potentiel. Vous imaginez la multiplication, l'abondement, je n'ai pas dit de montant, c'est 1 500 € par mégawatt auprès du GUFA. Si on multiplie par les 10 000 hectares de crédit, si on peut appeler ça comme ça, que la Chambre a ouvert et qui peut être contesté, il n'y a pas de souci, on tombe sur un chiffre de 3 millions d'euros par an pour l'agriculture nivernaise qui permettrait à des projets qui peinent à voir le jour parce qu'il n'y a pas assez de financement, de voir le jour d'une façon dynamique, tout en conservant à la Nièvre son caractère agricole, puisque 99% de l'agriculture nivernaise resterait en terre à blé, à terre à vache, terre à mouton, et même à côté des panneaux. On a fait une étude sur le site qui existe déjà, qui est en production ovine, avec un élevage témoin en dehors des panneaux et l'élevage sous les panneaux. Nous n'avons mesuré aucune différence ni dans la production d'herbe, ni la quantité de kilos produits sur les hectares couverts par les panneaux. Donc ce qui nous donne un encouragement à continuer cette démarche, tout en restant prudent, raisonné, raisonnable, exigeant. On s'est attaché les services d'un avocat pour écrire les conventions pour qu'elles soient le plus bétonnées possible, parce que ces gens-là sont déjà en principe sérieux, mais on voit quelques-uns qui viennent nous trouver dont on ne connaît pas trop la finalité non plus. Donc on va prendre des précautions. Très bien, merci beaucoup, c'est parfait. Monsieur Ramé, on peut applaudir son intervention, s'il vous plaît. Vous avez donc formidablement posé le cadre de l'agrivoltaïsme, de l'agri-photovoltaïsme, je ne sais pas comment on dit, il y a beaucoup de néologismes dans ce secteur. Vous avez posé le cadre, alors vous avez vous-même donné le relais à votre voisin de gauche, le micro autrement dit, à Franck Séguinier. Donc vous êtes, je l'ai dit, agriculteur et vous voulez nous parler de 2 projets, je crois, de bâtiments photovoltaïques. Un relativement ancien de 2017, je crois, et un très récent de novembre dernier. Voilà, je vous laisse présenter ces 2 projets concrets en 8 minutes. Merci. Donc bonjour à tous. Donc Franck Séguinier, je suis agriculteur
en GAEC. On est 3 associés et un salarié sur 270 hectares. Et donc, ça fait depuis une dizaine d'années qu'on s'interrogeait sur le photovoltaïsme. On voyait des bâtiments dans beaucoup de départements se monter avec des panneaux solaires dessus. On s'était renseigné et les coûts de réalisation des projets étaient vraiment très importants pour nous, petits paysans morvandiaux. Et donc, en 2016, j'ai eu, on va dire, pas un problème. Voilà, j'ai changé de propriétaire et le nouveau propriétaire a vendu la maison existante avec les bâtiments sur lesquels je m'étais installé. Donc il a fallu que je trouve une solution pour pallier à ce manque de place qui m'incombait. Et la Chambre d'agriculture, à ce moment-là, a fait un appel à projet pour développer des bâtiments photovoltaïques pour aider les jeunes agriculteurs, faire un partenariat pour accompagner à la création de bâtiments agricoles avec des panneaux photovoltaïques dessus. Et donc je me suis dit, c'est le moment, t'as plus de bâtiments, il faut faire quelque chose. Donc je me suis intéressé au projet. Voilà, il y a eu des réunions publiques. On a suivi, au début, on était une 60aine d'agriculteurs. De fil en aiguille, les projets se sont montés. Certains n'ont pas vu leur intérêt de rentrer dans la mécanique. Et voilà, on a fini à 14 agriculteurs. On a donc créé une SAS. On a été accompagné par la Chambre d'agriculture, qui a un technicien énergie renouvelable, et donc qui a fait le relationnel avec les sociétés de photovoltaïque, les sociétés de montage de bâtiments, de fabrication de bâtiments. Et donc du coup, voilà, au final, chaque agriculteur, donc les 14 agriculteurs, on a fait une société. On a donc installé 2400 kilowatts crête, oui c'est ça, 2400 kilowatts crête sur les 14 répartis sur les 14 exploitations. Il y a des bâtiments qui vont de 115 kilowatts crête jusqu'à 250 kilowatts crête. Donc ça produit environ 2 700 000 kilowatts par an, pour donner une idée de ce que ça peut faire. Donc juste pour le projet sur mon exploitation, c'était un projet avec donc 238 kilowatts. Il y avait donc un investissement total de 420 000 euros. Et donc sur les 420 000 euros, moi j'avais un apport d'un peu plus de 10% du montant total à faire en part sociale à la société. Donc la banque me suivait beaucoup plus facilement que si j'avais le bâtiment à payer tout seul. Voilà. Et donc la force du groupe a fait que la banque, elle a vu 14 associés qui sont arrivés avec une production. S'il y a un bâtiment qui ne produit pas, les 13 autres produisent. Tout le monde est bénéficiaire et personne ne perd, puisque les 14 bâtiments ne peuvent pas être en même temps ou en panne ou sinistrés. On espère. Et donc voilà, moi j'ai emprunté 48 000 euros. Et donc aujourd'hui, c'est un bâtiment avec la production électrique qui s'autofinance à 100%. Donc c'est la 5e année. Donc ça, c'était le premier bâtiment en 2017. Donc qu'on a fait avec la Chambre d'agriculture. Et donc voilà, pour l'instant, on a eu des années très ensoleillées, qui n'étaient pas forcément bonnes pour l'agriculture, mais pour l'ensoleillement, pour le coup, c'était plutôt bien. Donc ça nous a permis de rembourser les annuités de la SAS, donc qui a emprunté 3 800 000 euros. Voilà, 4, voilà. Et donc plus les annuités de chaque associé de la SAS. Donc voilà, pour nous, pour les agriculteurs qui sont rentrés dans le processus, donc il y avait des agriculteurs
de tout âge, des jeunes agriculteurs aux agriculteurs à l'approche de la retraite. Et donc voilà, ça a été sécurisant et pour nous et pour les jeunes. Voilà. On a eu le parrainage de nos anciens et du coup les banques ont suivi beaucoup plus facilement et ça a permis à certaines exploitations d'avoir des bouchées d'oxygène. Et donc ensuite, suite à cette réussite, je me suis intéressé moi au bois déchiqueté. Donc on en parlera sur le sujet d'après. Et donc je me suis lancé à titre donc sur l'exploitation sans passer par une SAS parce que c'était un projet à part, voilà, sur un projet d'exploitation. Donc on a refait un petit bâtiment de 100 kW crête. Et donc c'est pareil, le bâtiment il va être à destination de stockage de fourrage et de bois déchiqueté, bois plaquettes, pour subvenir aux besoins de l'exploitation et de chaudières pour le perso et éventuellement de chaudières aux alentours. Et donc voilà, c'est encore un bâtiment qui s'autofinance. C'est un investissement de 170 000 euros. Et donc sur 20 ans, l'électricité paye la structure et l'installation photovoltaïque. Donc pour nous, ça nous donne de l'espace de travail et ça nous donne une bouchée d'oxygène sur les exploitations. Avant, il fallait faire des vaches pour payer le toit des vaches pour peut-être après gagner de l'argent avec. Là, la réflexion est un peu différente. On arrive à faire des vaches pour gagner des sous et la structure se paye toute seule. Voilà. On peut même espérer, parce que les emprunts sont sur 17 ans, les contrats sont sur 20, on peut même espérer, si tout va bien, les jeunes le verront plus que moi, que les 3 dernières années soient des bénéfices un peu plus intéressants, parce qu'au jour d'aujourd'hui, les annuités mangent à peu près le chiffre d'affaires. Très bien, merci beaucoup. Vous avez parfaitement respecté les 8 minutes de votre intervention. Merci beaucoup. Effectivement, Franck, on va vous retrouver dans la 5e et dernière table ronde tout à l'heure. Je passe la parole désormais à Jean-Yves Grandidier. Monsieur Grandidier, vous êtes le président du groupe Valorem. Alors, comme il a été convenu à travers votre intervention d'aborder au moins 3 points, libre à vous de les suivre ou pas, je vous les suggère. C'est la stratégie de Valorem au niveau national, nous dire également nous décrire, nous présenter les réalisations, les projets en développement et enfin nous dire aussi quelles sont les spécificités, les atouts de Valorem par rapport à d'autres développeurs. La parole est à vous pour 8 minutes. Merci. Merci bien. Je vais commencer effectivement un petit peu par nous présenter et par dire qu'effectivement, on est un producteur d'électricité à partir d'énergie renouvelable. Donc au départ, Valorem, c'était un développeur, un bureau d'études qui s'est rapidement concentré, bureau d'études spécialisé dans les énergies renouvelables, bureau d'études que j'ai créé en 1994 et qui s'est spécialisé dans le développement dans un premier temps. Donc c'est les études qui permettent d'obtenir les autorisations pour construire et exploiter des installations d'énergie renouvelable. Et puis petit à petit, on a fait chemin et on a acquis les métiers de la construction et ceux de l'exploitation de la maintenance, ce qui fait qu'on est complètement intégré verticalement sur la chaîne de valeur de la production d'électricité verte à partir d'énergie renouvelable, et où on a aujourd'hui en France à peu près principalement en éolien, de plus en plus de photovoltaïque, mais aussi d'hydraulique, à un peu plus d'1 TWh. Et on va compléter ça avec des installations en Finlande qu'on va construire là d'ici 1 an et demi, 2 ans, parce que c'est un gros projet de 300 MW éolien qu'on va construire, qui va produire pratiquement aussi 1 TWh et 1,2 ou 1,3% de la consommation finlandaise d'électricité. On est aussi présent ailleurs en Europe. On a vocation à être un producteur d'électricité à partir d'énergie renouvelable au niveau européen, en partant de notre base première qui est la France. Et je voulais donc
moi, commencer par dire, parce que j'ai entendu beaucoup de choses aujourd'hui et vous réagir par rapport aux énergies renouvelables. Il y a certains intervenants qui opposaient un petit peu, qui dénigraient un petit peu l'énergie renouvelable du voisin. Non, aujourd'hui, on a besoin, il y a une complémentarité des énergies renouvelables. On a besoin de toutes les énergies renouvelables. L'éolien, le solaire, l'hydraulique, elles ont chacune leur spécificité, mais elles ont aussi, elles sont importantes à être intégrées dans une complémentarité. On ne pourra pas faire un mix électrique 100% renouvelable sans l'éolien en Europe, à nos latitudes, peut-être en Afrique, mais à nos latitudes, c'est pas possible. On a besoin de l'éolien pour l'hiver, on a besoin de l'éolien parce que l'hydraulique est arrivée à saturation, et l'hydraulique, bon, on l'a vu, il y a encore quelques peut-être opportunités à se développer, mais c'est pas des opportunités énormes. Par contre, l'hydraulique, c'est très précieux pour le système électrique, pour l'équilibre du système électrique. Il faut le garder. On a présenté à l'instant des barrages, donc il faut absolument le conserver. Et puis, le photovoltaïque, et oui, il va être présent en été en particulier, et aussi son coût de production est de plus en plus bas. Et on va voir qu'avec le photovoltaïque, on peut aussi faire des projets qui sont très intéressants. Deuxième chose que je voulais dire, parce que ça a été aussi un petit peu abordé, c'est que la protection de l'environnement, elle a un coût. Mais elle n'a pas de prix. Et il faut qu'on soit prêt à payer les quelques euros par mégawattheure supplémentaires pour que nos installations d'énergie renouvelable puissent permettre d'améliorer la protection de l'environnement. On est l'éolien et le photovoltaïque, c'est-à-dire ces deux énergies renouvelables qui vont se développer le plus pour aller vers un mix électrique dans lequel, c'est ce que nous a présenté ce matin RTE, l'électrification va être importante. On va avoir de plus en plus de consommation d'électricité, on augmentera nos consommations d'électricité. Donc c'est l'éolien et le solaire qui vont permettre ce développement et qui sont présentes et qui peuvent répondre dès aujourd'hui. Aujourd'hui, les coûts de production sont les plus faibles si on intègre l'ensemble des coûts de production. Donc il faut être payé, et on est entre 50 euros par mégawattheure à 70 euros par mégawattheure. Donc il faut être prêt à mettre les 4-5 euros par mégawattheure de plus pour pouvoir protéger l'environnement, que ce soit sur de l'éolien offshore, que ce soit sur du photovoltaïque, quand on est dans des endroits naturels, si ça peut permettre de recréer des biotopes de land humide. Voilà. Et on parlait tout à l'heure de faire des trucs très très denses, des installations très très denses où je ne suis pas sûr que ce soit la bonne manière. Il faut plutôt essayer que à la fois le photovoltaïque par exemple ce soit du co-usage du territoire. Je vous rappelle qu'aujourd'hui les prix de l'électricité sont autour de 200 à 250 euros le mégawattheure, donc on peut se permettre on peut assumer ce coût-là. Je préfère qu'on assume ce coût-là plutôt qu'on ait à subir le coût de l'électricité aujourd'hui. L'autre élément que je voulais dire, c'est les enjeux. Alors j'ai noté là, il y a 1 860 000 mégawattheures de consommation d'énergie ici, dans le Morvan. Alors j'ai fait un petit calcul et il y a 50% de produits pétroliers. Voilà. Et j'ai dit, tiens, ces produits pétroliers, c'est principalement le transport. C'est principalement, c'est aussi un petit peu, certainement, il y a du chauffage au fioul. Alors j'ai considéré qu'on remplaçait ça par, d'un côté, des véhicules électriques, et peut-être un peu d'hydrogène pour la grosse mobilité, et puis des pompes à chaleur qui pourraient remplacer les chauffages au fioul. Et donc, du coup, là on fait de l'efficacité énergétique. On divise par 3 nos consommations par rapport de nos consommations énergétiques. Et si on fait du PV extensif comme ceux dont je vais parler, avec des trackers sur des terres agricoles, donc nous on est même à 0,6 MW par hectare, on est très extensif, ça fait 410 hectares. 410 hectares, c'est-à-dire c'est à peine plus de 1 pour 1000 de la surface du Morvan. Alors je sais pas quelle est la surface agricole utile sur le Morvan, si c'est 40, 50%, parce qu'il y a beaucoup de forêts, semble-t-il. Mais ça veut dire que, à la limite, si on dit que avec le photovoltaïque, parce que j'ai compris qu'on voulait pas trop d'éolien ici, même si je trouve que ce serait pas mal, moi ça me sécuriserait d'avoir quelques éoliennes. Je crois que ce serait sympa là. Il y a l'air d'y avoir un endroit un peu ventilé là. Non, moi j'ai développé les premières éoliennes dans des parcs naturels régionaux. C'était dans celui du Grand Causse. Et c'était en 98. Et on est le premier projet qui est passé en commission des sites et des paysages sur l'Aveyron. Et l'architecte du bâtiment de France, quand il a vu la ligne de crête avec ces 12 éoliennes, il a dit, bon sang, il a dit un gros mot d'ailleurs, bon sang que c'est beau quoi. Non, ah bah oui.
Eh ben oui, eh ben oui. Et moi j'en suis fier. Et j'en suis fier. Bon. Eh ben écoutez, c'est pas partagé, mais là-bas les gens sont très contents. Voilà. Écoutez, moi, je suis très fier de ce que je fais. Quand je mets des éoliennes sur des crêtes, je renforce les structures des paysages le long des autoroutes. Je suis très fier et je vais continuer à le faire malgré les oppositions. Et je vais essayer de convaincre qu'il faut le faire aussi. Mais revenons au photovoltaïque, c'est 400 hectares. Donc c'est pas grand-chose. Je crois que c'est ça qu'il faut mesurer, c'est que on peut faire des choses. Et on va voir en agrivoltaïque comment on peut les faire, mais en mobilisant très peu de territoire. Et c'est même le problème, parce que c'est ce que vous disiez, M. Ramé, c'est qu'à la limite, il y a peu d'agriculteurs qui vont en profiter. Donc effectivement, c'est pour ça qu'il faut limiter le nombre d'hectares par installation qu'on va prendre, ou le pourcentage des installations qu'on va prendre pour faire de l'agrivoltaïque. Et puis la dernière chose, c'est le prix de l'électricité sur le marché. Il y a quelqu'un qui disait que ça va augmenter, ça va pas arrêter d'augmenter. Non. Avec le développement des énergies renouvelables, mais principalement éolien et solaire qu'il va y avoir en Europe, je parle, le marché électrique, il est européen, puis l'hydraulique, etc. Mais on va revenir à un prix de l'électricité, c'est pas en 2030, c'est pas en 2035, mais à partir de 2045, 2050, suivant la vitesse à laquelle tout ça se fera, entre 40 et 50 euros le mégawattheure. Voilà. Donc ça c'est... Alors, je pourrais vous le démontrer, mais bon, j'ai pas le temps, et parce que le temps m'est compté. Je crois que vous m'avez montré tout à l'heure 3 minutes, maintenant il n'y a plus que 2. Donc je parle du solaire, maintenant. Le solaire, nous, on l'utilise pour réparer les dégâts causés par les activités du XXe siècle. Par exemple, on a fait de la renaturation de terrain. On a, à côté de Montauban, il y avait une installation où l'armée stockait ses carburants, complètement pollués. 10 hectares, 600 000 euros de coût de la dépollution. L'armée nous fait payer la dépollution, 600 000 euros, on rachète les terrains, 60 000 euros l'hectare. Bon, on rachète les terrains. C'est un peu comme vous. C'est le photovoltaïque qui a payé la dépollution. Et on a 10 hectares de photovoltaïque avec tracker et il y a 50 moutons. On a installé un exploitant. Il y a 50 moutons qui pèsent aujourd'hui sur cette surface. Voilà. C'est le désamiantage des bâtiments. Il y a quelqu'un qui en a parlé tout à l'heure, le monsieur Bon, on peut désamianter, effectivement, on peut payer comme vous. Vous avez besoin d'un bâtiment agricole. On peut aussi, pour les collectivités, moi je l'ai fait dans les Grands Causses, Parc naturel régional des Grands Causses, les bâtiments communaux, on arrive, en installant du photovoltaïque, à payer intégralement le désamiantage, quoi. Et donc remettre ces bâtiments dans des états de salubrité bien meilleurs. C'est aussi la reconquête de friches par la coactivité. Il y a plein de friches, en particulier dans le sud de la France, de friches, et c'est l'occasion. Vous disiez que vous perdiez des agriculteurs, des exploitations tous les ans. Eh bien, on peut effectivement, grâce à ça, peut-être effectivement en remettant des moutons dans des endroits, dans les Causses, il y a plein d'endroits où il y avait des moutons et on les a plus. Et donc, c'est aussi le moyen de reconquérir des friches et d'y remettre de l'activité de pâturage. Et donc avec une redynamisation des territoires sur l'Oncoin-Lyonnais, puisqu'on fixe des jeunes éleveurs sur ces territoires-là. C'est aussi l'amélioration de la qualité et du bien-être animal. Bon, nous, on est assez actifs dans le côté des Causses, donc c'est là où il y a Roquefort. Quand vous avez le cahier des charges de Roquefort impose aux bêtes d'être sorties tous les jours. Il faut au moins qu'elles soient sorties 1 heure tous les jours. Ça, c'est le cahier des charges de Roquefort. Et bien, quand il fait plus de 30 degrés, comme la semaine dernière là-bas, eh bien, les bêtes, elles restent toute la journée enfermées dans la bergerie. Il y a 500 bêtes qui sont là à touche-touche, et elles sortent le soir. Eh bien, si vous mettez du panneau photovoltaïque avec des trackers, eh bien, ils vont pouvoir sortir beaucoup plus, et donc il y aura beaucoup moins de promiscuité. Et donc aujourd'hui, à tel point que le cahier des charges du Roquefort, ils ont augmenté la taille des box par bête, pour éviter les problèmes de promiscuité, pour éviter donc du coup de les picouser avec des antibiotiques, etc. Pour que voilà. Donc attendez, après vous allez pouvoir... Voilà, j'ai presque fini. Donc voilà, on peut aussi en étant créatif, c'est ça qui est intéressant dans le métier de renouvelable, et en particulier le photovoltaïque, c'est qu'il faut être créatif. Mais effectivement, on peut améliorer, et ça a été prouvé par l'INRA de Montpellier, qu'on peut aussi améliorer la qualité du bien-être animal.
C'est aussi pérenniser des exploitations par les rémunérations liées aux services rendus. Quand vous faites paître des moutons autour des panneaux, moi je sais que si je fais, même si on utilise des gens de CAT, bah ça coûte, et ça coûte peut-être parfois plus cher. Donc c'est aussi un moyen de pérenniser l'installation, le compte d'exploitation de l'agriculteur par un vrai service rendu. Voilà, il a peut-être plus la PAC, mais il a... Et puis c'est pérenne parce qu'il rend un service. Là, il se fait rémunérer un service, vraiment. Et je pense que de ce point de vue-là, ça participe à ce qu'il retrouve une certaine fierté de ce point de vue-là. Et c'est rendre aussi les modèles agricoles plus durables en reprotonisant la production pour l'alimentation des animaux. Nous, aujourd'hui, dans les Landes, il y a beaucoup, vous savez, à côté de la forêt landaise, il y a beaucoup de maïs qui est cultivé. Et là, avec des gros maïsiculteurs, on est en train de modifier leur modèle agricole pour faire des cultures de fourrage, donc avec du panneau photovoltaïque très extensif, taux d'occultation maximum de 0,30, donc c'est ce que je disais, hein, on est encore moins dense que ce dont vous parliez, et puis derrière, en fait, on améliore à la fois la quantité de fourrage et la qualité. Pourquoi ? Parce qu'on fait du séchage avec des séchoirs photovoltaïques. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on pourrait en discuter. Parce que encore 30 secondes, s'il vous plaît, parce voilà, que là, les 3 minutes sont largement passées. Hein. Donc, ah oui, là, j'ai été gentil, là. Mais encore 30 secondes. Au lieu de faire 3 à 4 passages par an, vous en faites 5 à 6 parce que vous pouvez couper plus tôt. Et puis, parce que vous n'avez pas besoin de laisser sécher sur pied, vous pouvez amener votre fourrage directement, il est séché artificiellement, et comme il est séché artificiellement rapidement par ces toits photovoltaïques, par ces séchoirs photovoltaïques, eh bien vous n'avez pas de pourriture, quoi. Vous avez une qualité, vous avez une quantité et une qualité du fourrage. Voilà un petit peu ce qu'on fait nous dans ce domaine-là. Super. Merci beaucoup. On peut applaudir l'intervention de Monsieur Grand-Didier. Je passe la parole à Henri Casalis. Merci. Donc vous êtes directeur développement de la société Wattenco et vous allez nous présenter la façon dont vous accompagnez les projets solaires sur terrain agricole. C'est à vous pour 8 minutes, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Je pense que je serai plus bref que ça puisque de ce que j'ai entendu, l'essentiel sur le sujet a déjà été dit. Moi, je suis tombé dans le domaine de l'énergie renouvelable il y a une quinzaine d'années. Principalement, j'ai travaillé dans le photovoltaïque et l'éolien pour des opérateurs ces 15 dernières années, dont EDF notamment. Je travaille maintenant pour une société familiale qui a une présence locale, pas très locale au niveau Morvan, puisque notre installation la plus proche, notre agence la plus proche est à Lyon, depuis lequel on s'occupe de tout l'est de la France. Je souhaitais donc dire 2 mots aujourd'hui sur le photovoltaïque sur terrain agricole. On a entendu plusieurs termes aujourd'hui, donc photovoltaïque sur terrain agricole, agri-PV, agrivoltaïsme. C'est des termes qui englobent finalement beaucoup de solutions notamment pour les agriculteurs, de solutions pour la revalorisation d'anciens sites industriels ou des installations en toiture, des serres agricoles. Donc il y a un grand nombre d'opportunités d'installer des centrales photovoltaïques. L'ADEME a proposé une définition, donc voilà, je reviens un peu là-dessus, c'est-à-dire c'est la cohabitation où effectivement sur un même espace d'une activité agricole qui reste prioritaire et d'une activité de production d'électricité à partir du soleil. Donc, je trouve que c'est une définition qui va bien, puisque finalement elle met en premier lieu l'agricole et donc le territoire avant la production électrique. Et tous les intervenants l'ont rappelé, un projet réussi, surtout avec la multiplication des projets énergie renouvelable, il faut rester humble. C'est un projet qui se fait avec humilité, de la rigueur et avec la concertation du territoire. Sinon, c'est des projets qui ne vont pas au bout, de toutes les manières. Des projets qui arrivent d'en haut et parachutés,
n'arriveront pas à terme, surtout quand on parle de projets de centrales photovoltaïques au sol. Donc les chiffres, les ordres de grandeur ont été donnés. Pour faire 1 mégawatt, il faut un peu plus d'1 hectare. 1 mégawatt, c'est environ la consommation la production électrique équivalent à la consommation de 600 personnes. Donc voilà, si on veut arriver à faire avec du photovoltaïque, arriver à produire autant que consomme Nevers, il va falloir facilement 50-60 hectares de photovoltaïque. Donc quand on parle de ces surfaces-là, forcément on est dans de l'aménagement du territoire, et donc on est obligé de faire avec les composantes du territoire et le voisinage et l'ensemble des composantes environnementales. Donc voilà un petit mot sur l'agrivoltaïsme. Pourquoi l'agrivoltaïsme ? Moi, quand j'ai commencé à travailler dans le photovoltaïque, c'était principalement sur des sites dégradés. Globalement, j'ai fait plutôt des centrales au sol jusqu'à présent. C'était principalement sur des sites dégradés. Voilà, des anciennes carrières, des délaissés de zones d'activité, des sites où il n'y avait pas de valorisation possible. Monsieur Grandidier a parlé tout à l'heure de sites pollués, d'anciens sites militaires. Et les opérateurs, en lien d'ailleurs avec le législateur français, sont allés principalement sur ces sites-là en premier lieu, puisqu'on leur a ciblé d'aller sur ces sites-là. Pourquoi le photovoltaïque sur terrain agricole ? Finalement, il y a quelques années, des agriculteurs venaient me voir et me disaient « mais moi aussi j'aimerais bien pouvoir profiter de l'intérêt qu'apporte le photovoltaïque ». Ils y voyaient des intérêts assez nombreux. On en a parlé aujourd'hui, des revenus complémentaires bien entendu, mais aussi une activité complémentaire. Par exemple, le fait de pouvoir que l'agriculteur entretienne lui-même la végétation de la centrale photovoltaïque lui offre un complément de revenus. Il a l'équipement pour le faire, généralement des tracteurs, des girobroyeurs. Il peut emprunter une épareuse à son copain et ça arrange bien l'opérateur d'avoir quelqu'un sous la main qui entretient la végétation pour pas qu'elle vienne à pousser au-dessus des panneaux. Donc voilà, les agriculteurs, certains sont venus me voir en me disant « mais t'as pas quelque chose à nous proposer là ?» Et alors, à l'époque, j'avais rien à leur proposer en fait, parce que effectivement, les pouvoirs publics ciblaient en priorité des projets pour ce qui est des centrales au sol sur les sites dégradés principalement. La législation nous permettait d'obtenir un permis de construire, donc ça c'est possible, puisque le photovoltaïque est vu comme un équipement d'intérêt collectif. Et généralement, les plans locaux d'urbanisme, que ce soit en zone A, agricole, en zone N, zone naturelle, souvent ils autorisent le photovoltaïque, qui est un équipement d'intérêt collectif, sur ces zones-là. Donc, en théorie, on pouvait obtenir un permis de construire. Dans les faits, c'était plus compliqué, puisque ces permis de construire, en fait, sont des permis délivrés par l'État. C'est le préfet qui donne son sceau, et ils sont instruits par la DDT, et l'instruction donne lieu à un passage devant certaines commissions et un avis de nombreux organismes, services de l'État. Pour faire court, elle donne lieu à une enquête publique. Une minute, je pensais être rapide. et du coup, je perds le fil. Et du coup, voilà, il était difficile d'obtenir un permis de construire, notamment lors du passage en commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, puisque les représentants de la filière agricole pouvaient s'opposer à cela, ou les représentants de la forêt, ou des associations de protection de la nature. Donc, ou tous à la fois, voilà. Donc, ça, c'était une première chose. Le permis de construire, même si dans les faits, il était possible d'obtenir, dans les faits, c'était pas évident. Et également, l'opérateur, il vend son électricité. Un grand opérateur qui a amorti sa centrale, type une centrale nucléaire, il vend son électricité sur le marché.
un opérateur généralement de production d'énergie renouvelable, dont la centrale n'est pas amortie ou la centrale est neuve, il profite d'un mécanisme de complément de rémunération, c'est-à-dire il vend son électricité que s'il a été lauréat d'un appel d'offres, ou parfois il y a des tarifs garantis pour les centrales de petite puissance. Et à l'époque, les appels d'offres nationaux, les appels d'offres de la Commission de régulation de l'énergie, dans leur cahier des charges, n'entraient pas le cas de figure de centrale sur le terrain agricole. C'est maintenant chose faite depuis bientôt 1 an, et donc effectivement, c'est pour ça que les projets vont être amenés à se multiplier, puisque vraiment l'État prévoit une certaine puissance maximale de projets photovoltaïques sur terrain agricole. Voilà, ces projets, bon, tout le monde les bénéfices ont été mis en avant. Donc je vais m'arrêter là, comme je suis en plus au bout du temps de parole. Il me reste à vous remercier. Merci beaucoup, monsieur. Comme ce matin, la règle du jeu est la même. Vous avez 10 minutes pour poser vos questions ou nous faire part de vos réflexions sur ces sujets. Voilà, il y a des règles quand on est en collectivité, vous le savez. Le mieux, c'est encore de lever la main, d'attendre que le micro arrive et de parler dans le micro. En plus, c'est enregistré, donc c'est mieux que... Et pour la qualité d'écoute et des échanges, et pour ceux qui n'ont pas eu le plaisir de venir cet après-midi. On va faire pareil que ce matin, on va prendre 3 questions en grappe, et nos 4 intervenants y répondront ou pas. D'ailleurs, ils sont libres de ne pas s'exprimer aussi. Donc, il y a déjà 2 intervenants. Essayez de faire le plus concis possible. Merci. Oui, ma question sera relativement courte. Vous venez, Monsieur Casalis, et ceci est valable pour l'ensemble des acteurs des ENR, d'évoquer une consommation, une production d'1 mégawatt pour 600 habitants, correspondant à la consommation utile de 600 habitants. C'est une grosse, bêtise. La part électricité-lumière dans l'habitation, c'est 10% de la consommation d'électricité en France. Si vous regardez un habitant, il faut quand même aussi considérer l'accès aux services dont il a besoin, l'accès au chauffage, à l'eau chaude. Or, à chaque fois, l'ensemble des acteurs de ces énergies dites renouvelables cherchent à cumuler le plus grand nombre de consommateurs concernés ou bénéficiant de leur merveilleuse énergie, mais vous ne représentez que 10% des usages lorsque vous parlez ainsi, pour cette liaison inappropriée. Très bien, on va prendre une deuxième. On va prendre une deuxième et une troisième question. Oui, les panneaux solaires, ils viennent de quel pays ? En France, je crois qu'on produit au jour d'aujourd'hui 2%. Les panneaux solaires viennent de l'importation. Pour les éoliennes, les mâts, ils viennent d'où ? Avant, c'était le Creusot, avant, c'était Dijon. Maintenant, ça vient d'Allemagne, ça vient de Danemark. Donc, les pales, durée de vie 20-25 ans, 30 ans. On commence à avoir des soucis en Allemagne pour les stocker et puis les détruire. Je ne sais pas, c'est des questions, parce que j'ai l'impression que tout le matériel qui sert à faire les éoliennes et les panneaux solaires, ça vient de l'étranger, donc c'est très bien. Le Montebourg, vous serez content d'ailleurs de voir ça arriver. Mais c'est exact. Très bien, merci. Est-ce que vous avez une troisième question ? En haut à gauche, monsieur ne s'est pas encore exprimé. Je préfère privilégier les gens qui n'ont pas encore pris la parole. En haut, là, s'il vous plaît. Voilà, ce sera la troisième et dernière question et chacun de nos 4 intervenants répondront bien sûr. Peut-être une question ou une remarque adressée à tous les intervenants. J'entends beaucoup de personnes depuis ce matin réagir de manière assez négative aux choses qui sont présentées. Est-ce que vous pourriez prendre 1 ou 2 minutes pour nous parler du coup de l'inaction ? C'est-à-dire qu'en fait, on parle beaucoup des problèmes liés à l'action, beaucoup des réactions sont là-dessus, mais si nous ne faisons rien, dans le contexte du changement climatique auquel nous faisons tous face, de l'urgence climatique auquel nous sommes en face, que se passera-t-il si nous ne faisons rien ? Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui se passerait pour l'agriculture si nous n'encourageons pas l'agrivoltaïsme, ou sur le climat si nous n'encourageons pas les énergies renouvelables ? Merci beaucoup pour votre question. Je passe la parole à qui veut pour 5 bonnes minutes. Monsieur posait la question, si je résume, du coût de l'inaction est-il supérieur, égal, inférieur au coût de l'action, on va dire, contre les changements climatiques ? J'ai envie de répondre. Je ne sais pas ce que vaudra ma réponse, en revanche.
mais j'ai envie de répondre. La première question, c'est 1 mégawatt photovoltaïque produit l'équivalent de la consommation de 600 personnes. Voilà, c'est l'équivalent, c'est pour donner un ordre d'idée. Hein, voilà, je ne cherche pas à dire autre chose supplémentaire. Voilà. Et poursuivez. Oui, après j'allais enchaîner sur la suite. Voilà, moi je donne des ordres d'idées. Je n'ai pas de religion. Hein. Moi je pense qu'il faut un mix énergétique, il faut de la sobriété, il faut venir à vélo, j'en sais rien. On va se prendre un choc dans la figure très bientôt. Voilà, c'est ensemble qu'on va y arriver en faisant beaucoup d'efforts. La deuxième question. C'était les origines des panneaux, les origines des mâts. Bon, vous avez raison, hein, la grande majorité actuelle des panneaux vient de Chine. Les Chinois nous ont bien eu sur ce coup-là. Ils ont fait du dumping, ils ont rapatrié l'industrie chez eux. Mais il n'y a pas que pour les panneaux ou pour les mâts d'éoliennes que les choses viennent d'ailleurs. Hein. Je crois que l'Europe est dépendante pour plus d'une centaine de produits qui ne sont pas fabriqués en Europe à l'heure actuelle. Voilà. Nous, quand nous consommons, il y a énormément des produits de notre consommation courante qui ne sont pas faits en Europe. Voilà. Et ce n'est pas le cas que du photovoltaïque ou de l'éolien, c'est le cas pour énormément de choses. Et je pense que la situation actuelle, la guerre en Ukraine notamment, vient nous rappeler à quel degré nous sommes dépendants des autres. Et je pense que c'est un gros mal pour parfois peut-être des solutions qui nous permettront justement d'arriver dans le mur avec un peu moins de vitesse. Si on commence à se préparer maintenant à ce qui nous attend et ce qu'on constate tous les jours, l'effondrement sera moins violent à supporter et on pourra un peu s'y préparer. Voilà. L'objet, c'est de s'en préparer, d'apprendre à vivre sobrement pour finalement revenir à une consommation qui soit plus en harmonie avec l'équilibre, les horizons physiques, les limites physiques de notre planète. Voilà. Merci. Monsieur Grandidier voulait prendre la parole également. Oui, moi je voulais, par rapport à la question des besoins, je pense que la dame de RTE l'a présenté ce matin. Même si ce qui a été fait par RTE est critiquable, mais quand même ils ont mis en lumière que les énergies renouvelables avec plus ou moins de nucléaire, puisqu'il y a plusieurs scénarios, et en tout cas le scénario le moins énergies renouvelables, il y a encore 50% d'énergie renouvelable, donc ils ne savent pas faire autrement qu'il y ait au moins 50% d'énergie renouvelable par rapport à une consommation des J'ai pas dit qu'ils ont la vérité, mais en tout cas, c'est pas. C'est ce que je viens de vous dire que le rapport était certainement critiquable, mais malgré tout, ils apportent un éclairage sur le fait que c'est possible. Alors même, mais on est d'accord. Mais déjà, ils apportent c'est déjà une avancée. On l'avait pas il y a quelque temps. Hein, donc c'est déjà une avancée et donc on va pas refaire le débat parce que ça nous mènerait trop loin. Par contre, moi ce que je voudrais insister c'est sur l'aspect industriel. Je veux dire, aujourd'hui, on avait l'industrie européenne de l'éolien. C'est nous l'industrie de l'éolien. C'est en Europe qu'elle est partie. Attendez, je réponds sur les énergies renouvelables, s'il vous plaît. Excusez, soyez gentil. Je peux répondre, s'il vous plaît. Merci. Donc on avait l'industrie éolienne mondiale. Les Chinois qui fabriquent aujourd'hui beaucoup d'éoliennes, c'est des brevets européens. Effectivement, ils sont développés, ils ont acheté des brevets, etc. L'industrie éolienne
européens, les fabricants d'éoliennes, ils sont très très mal en point. Aujourd'hui, c'est ça le problème. C'est que l'Europe n'a pas été capable de ce fleuron industriel qu'elle avait, de le maintenir pour pouvoir et d'avoir des fabricants qui soient en bon état et en bon fonctionnement. Voilà. Alors après, il y a quelque chose qui est en train de se passer, c'est REPowerEU, qui effectivement vise à la réindustrialisation, à rapatrier, à relocaliser nos industries. Alors, par exemple, sur le photovoltaïque, une des choses qui est écrite dans REPowerEU, c'est le fait que pour les modules photovoltaïques, alors que normalement ça devait être seulement pour les matières premières, il va y avoir une taxe carbone aux frontières de l'Europe. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le problème, c'est que fabriquer du panneau photovoltaïque ici en France, ou même en Europe, ça coûte un peu plus cher qu'en Chine. Alors c'est pas beaucoup plus cher, ça coûte un peu plus cher, mais effectivement, on a besoin, si on veut fabriquer des panneaux photovoltaïques ici, d'avoir des usines extrêmement automatisées, d'avoir des technologies qui sont un peu en rupture, qui sont un peu en avance pour avoir un avantage technologique, et puis derrière avoir qu'on évite de nous mettre des boulets aux pieds ou qu'on tire dans les pieds des industriels en nous imposant des normes environnementales, et c'est bien qu'il faut qu'on les impose, mais qui ne sont pas imposées à ces pays-là. Et donc on ne joue pas à armes égales, quoi. On a un handicap, et ça c'est un vrai problème. Voilà. Moi, c'est tout ce que je voulais dire sur ces questions-là. Très bien, merci. Est-ce que vous deux, vous voulez apporter des précisions, des compléments? Franck, on va vous écouter à nouveau dans la prochaine table ronde. Bon, je ne suis pas dans la technologie, donc... Vous êtes dans le vivant, ouais, c'est ça. Si, j'ai une autre précision. La plus grande éolienne du monde, en 2019, elle est sortie d'usine française. Elle n'est pas faite à l'étranger. La nacelle est sortie de l'usine General Electric de Saint-Nazaire. Donc General Electric, c'est qui? C'est Macron qui a vendu Alstom à General Electric. Hein. Mais l'usine est à Saint-Nazaire. L'usine est à Saint-Nazaire. Les ouvriers qui ont fabriqué les nacelles sont à Saint-Nazaire. Hein. Et les pales, General Electric a racheté un fabricant de pales danois qui s'appelle LM, et ils ont installé l'usine de pales. La pale qui est sortie de cette usine-là, elle fait 107 mètres. Et c'est la plus grande éolienne du monde, donc à l'époque, hein, parce que je crois qu'il y en a quelques... Mais voilà, elle est sortie d'usine française, elle a été installée à Rotterdam, le Proto, 220 mètres de diamètre, 12 mégawatts, et aujourd'hui, General Electric vient de finir de sortir ses machines de 6 mégawatts de l'usine de Saint-Nazaire pour installer sur le banc de Guérin 88 machines, là, et ils sont en train de complètement reconvertir l'usine pour fabriquer ces machines de 12 mégawatts, et ils ont déjà des marchés, ils ont pratiquement 5 gigawatts de marché, 3,6 au large de l'Angleterre, puisque c'est des machines offshore, hein, au large de l'Angleterre, là 3,6 gigawatts, hein, et 1,2 gigawatts aux États-Unis. Bon, un J, c'est quand même d'origine américaine, donc c'est pratiquement l'équivalent en commande qui vont être faites dans des usines françaises pour les pales et pour les nacelles de 5 réacteurs nucléaires qui vont être livrés dans les 3-4 ans qui viennent. Donc aujourd'hui, la France, je suis désolé, mais elle est exportateur d'éoliennes, quoi, aujourd'hui. Alors effectivement, les éoliennes terrestres, c'est un peu moins, mais on a loupé le saut. Moi, je vous signale que quand Madame Lauvergeon d'Areva voulait racheter Bonus, voilà, un petit fabricant d'éoliennes danois, c'est l'agence des participations de l'État, c'était au début des années 2000, ils lui ont dit niet. Et aujourd'hui, Bonus, il s'appelle Siemens. C'est Siemens Wind, voilà. Et c'est le plus gros fabricant d'éoliennes encore offshore, même devant General Electric. Donc voilà, non, il faut pas refaire l'histoire, mais si vous voulez refaire l'histoire, on va la refaire ensemble, hein. Parce que là, oui, alors on va le refaire autour d'un verre ce soir, autour d'une bonne bière d'abbaye. Le mot de la fin. Pas dire que ce soit le mot de la fin. Nous, Franck et moi, on est agriculteurs. Lui dans le Morvan, moi un peu plus loin, un peu plus près de Nevers. En tout cas, que l'éolien, j'en sais rien, j'y connais rien. En tout cas, en ce qui concerne l'énergie solaire et l'agrivoltaïsme, qu'il soit sur les champs, dans les champs ou sur les toits, c'est une sécurisation, ça ne sera pas suffisant, de maintenir des agriculteurs sur notre territoire. Et c'est vraiment un enjeu. En tout cas, nous, Chambre d'agriculture, c'est vraiment le premier enjeu qui nous tient à cœur. Si ça peut apporter de bien-être sans nuire à la production agricole, au bien alimentaire dont on est les maîtres et qui là, pour le coup, c'est territorial et on est maître encore du jeu au jour d'aujourd'hui,
je crois qu'on fera tous un grand pas en avant pour avoir des paysages vivants avec des paysans existants. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous pour vos 4 témoignages très éclairants. Merci. Je me suis engagé